Dans le cadre des rencontres algériennes de pédiatrie ambulatoire, nous allons parler aujourd'hui de l'infection urinaire. L'infection urinaire reste un problème de santé publique. Cependant, un progrès considérable a été réalisé ces 20 dernières années dans sa prise en charge. Le dépistage précoce de l'infection urinaire est mis en avant car il permet de réduire l'incidence des cicatrices rénales. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bandelette urinaire occupe une place importante dans ce dépistage. L'exploration de l'infection urinaire est devenue sélective et ne s'adresse qu'à un groupe à risque. Le traitement a été simplifié et l'efficacité d'un traitement parentéral court ainsi que le traitement par voie orale d'emblée ont été démontrés. Et vous savez tous qu'à l'époque, on traitait les pyélonéphrite avec 15 jours de traitement par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire, surtout par voie intraveineuse. Donc la situation s'est beaucoup améliorée et nous voyons un peu plus clair dans les urines troubles, entre guillemets. L'infection urinaire, elle est plus fréquente chez le prématuré que chez le nouveau-né à terme. Et de 0 à 2 mois, lorsque l'enfant est fébrile, c'est surtout les garçons qui sont les plus touchés et les garçons non circonscrits. Et 5% chez les filles. Durant la première année, c'est toujours les garçons qui sont les plus touchés et les garçons non circoncis et 0,7% des filles. Après 1 an, les filles sont beaucoup plus touchées que les garçons et environ 7% des filles et 1 à 2% des garçons ont fait au moins une infection urinaire dans leur vie. À 16 ans, c'est beaucoup plus les filles durant la phase infantile, donc les filles sont plus touchées que les garçons avec 11,3% des filles et 3,6% des cas. Là, le problème de la récurrence est important parce que les infections urinaires peuvent récidiver. Elles récidivent dans 30 à 50% des cas et les récidives, c'est surtout chez les filles. Le germe le plus fréquemment rencontré, comme vous le savez tous, c'est l'Escherichia coli dans 80 à 90% des cas. On peut retrouver d'autres germes, mais c'est beaucoup plus rare, comme l'entérobactère, les Klebsiella, le Proteus, les Citrobactères, le Pseudomonas dans des cas particuliers, et les Enterococcus, Serratia et le Proteus mirabilis. Le Proteus mirabilis touche beaucoup plus le garçon que la fille. Et vous avez le Streptocoque agalactéé qui touche beaucoup plus le nouveau-né. Mais en cas d'anomalie des voies urinaires, anatomiques, neurologiques ou fonctionnelles, ou chez l'immunodéprimé, l'infection urinaire, c'est les germes gras positifs qui sont les plus fréquents, tels que le Staphylococcus aureus et même l'Hémophilus influenzae. Comme vous le voyez ici, tous les germes sont ici répertoriés. À côté des bactéries, vous avez les virus qui peuvent donner une infection urinaire et les champignons. Les adénovirus et les virus, c'est rare de mettre ça en évidence. C'est des symptômes, mais lorsque vous faites l'examen cytobactériologique des urines, vous ne trouvez pas de germes. Les champignons, bien entendu, sont dans les cas particuliers. C'est surtout le candida et le cryptococcus, qui sont des causes rares d'infection urinaire. On les voit surtout chez les enfants qui sont sondés avec une sonde à demeure. Alors, et ça peut se voir aussi lorsque vous avez des infections à candida, lorsque vous utilisez des antibiotiques à large spectre et lorsque vous avez des enfants qui sont en déficit immunitaire. D'où l'importance d'utiliser, lorsque vous avez une infection urinaire, d'utiliser les antibiotiques à spectre étroit. Bien entendu, il y a des facteurs de virulence du germe, et vous connaissez tous, je vous en cite quelques-uns, comme l'hémolysine, comme les fibrés dans l'Escherichia coli et les adhésines. Mais vous savez que l'urètre est en contact avec le milieu extérieur et surtout chez la fille, il est en contact avec le milieu vulvaire. Et à ce moment-là, il y a quand même des mécanismes de défense qui permettent aux germes d'être tués avant, même lorsqu'ils montent dans la vessie chez un enfant qui se développe normalement.
vous risquez, il ne risque pas de développer une infection urinaire parce que les bactéries sont rapidement éliminées. Et les bactéries montent régulièrement vers la vessie sans provoquer d'infection urinaire. Et pourquoi? Parce que vous avez des mécanismes de défense intramuraux avec sécrétion de mucus et de peptides antimicrobiens. Donc l'urothélium exprime des récepteurs toll-like qui reconnaissent les germes et entraînent la production de médiateurs tels que les cytokines qui éliminent les germes. En plus, la vidange complète et régulière de la vessie diminue l'attaché des germes. Et dans l'urtère aussi, vous avez la croissance de la flore qui est inhibée par le pH bas, par les insolubles, les polynucléaires, la lactoferrine, la lipocaline, les glycoprotéines de thalle orsale et la concentration élevée en acide organique et en urée. Ces substances-là, elles-mêmes, vont entraîner l'élimination des germes. L'infection urinaire, elle a des facteurs de risque et vous avez les facteurs de risque ici sur ce tableau qui sont les plus cités. Vous avez les troubles, l'atteinte de l'intestin et une dysfonction de l'intestin et une dysfonction de la vessie. Vous avez des anomalies structurales aussi, des anomalies urinaires, telles que le reflux vésico-urétéral, les valves de l'urètre postérieur, le syndrome de Prune-Belly, les syndromes de jonction, que ce soit urétéro-vésical ou urétéro-pelvien, et vous avez le méga-urtère, la maladie kystique rénale, et puis vous avez surtout l'origine fonctionnelle avec la vessie neurologique. Ensuite, on a les cathéters à demeure, vous avez l'état de d'immunodépression, le nouveau-né, et puis l'enfant qui est non circoncis. L'infection urinaire se définit selon les critères de Cass par une bactériurie significative, c'est-à-dire supérieure à 100 mg par millilitre. Cependant, depuis 2011, l'Académie américaine de pédiatrie définit l'infection urinaire en fonction de la culture des urines et de la présence de pyurie. Et il parle de pyurie lorsque l'analyse des urines montre plus de 2 leucocytes par millimètre cube ou 5 leucocytes par champ, ou bien une présence d'une leucocyturie à la bandelette urinaire. Alors, le tableau clinique varie selon l'âge et on va voir comment se manifeste l'infection urinaire chez le nouveau-né, comment elle se manifeste chez le nourrisson et comment elle se manifeste chez le grand enfant. La plupart du temps, chez le nouveau-né, l'infection urinaire est sévère, elle apparaît après un intervalle libre, il y a un syndrome infectieux grave et vous avez surtout des manifestations digestives avec des vomissements et de la diarrhée. Ça peut être une perturbation, ça peut être des perturbations ioniques, ça peut être un ictère persistant et devant un ictère persistant, il faut penser à l'infection urinaire, ça peut être une insuffisance rénale lorsqu'il y a une atteinte bilatérale. Et ce qu'il faut retenir, et ça j'ai écrit en bas en rouge, la recherche d'une infection urinaire doit être systématique devant toute infection néonatale qui ne fait pas ses preuves. Chez le nourrisson, le tableau clinique est aussi trompeur. On peut avoir une infection urinaire devant une fièvre isolée, devant une stagnation pondérale, avec des syndromes digestifs au premier plan qui peuvent retarder le diagnostic parce qu'on a tendance à considérer que c'est une pathologie digestive alors que c'est une pathologie urinaire et c'est lorsque on découvre l'infection urinaire et qu'on traite l'infection urinaire que les vomissements, les douleurs abdominales et la diarrhée vont disparaître. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir l'ECBI facile chez le nourrisson qui fait une fièvre sans cause évidente. D'où l'importance d'un bon examen clinique avec une anamnèse et un examen physique bien mené. Chez le grand enfant, il y a 2 grands tableaux, le tableau de Sissi, c'est-à-dire infection urinaire basse, et le tableau de l'infection urinaire haute, c'est-à-dire la pyélonéphrite. La cystite, elle se voit chez la fillette la plupart du temps, et les signes vésicaux sont nets avec la dysurie, la pollacurie, l'énurésie, c'est des enfants qui sont propres, et subitement ils se mettent à faire une énurésie. Alors à ce moment-là, il faut penser à l'infection urinaire lorsque vous avez une énurésie secondaire, et puis ça peut se manifester aussi par des brûlures muctionnelles.
Tandis que la pyélonéphrite, elle peut se manifester par une altération de l'état général, une fièvre élevée, des frissons, des douleurs abdominales et lombaires, et les signes vésicaux dans ce cas-là sont au second plan. La culture d'urine positive est définie par l'isolement d'un seul germe uropathogène avec une densité, comme le dit l'Académie américaine de pédiatrie, à plus de 50 000 colonies par millilitre pour les urines prélevées par cathétérisme urétral, et une colonie à bacille gram négatif pour les urines prélevées par ponction vésicale, et plus de 100 colonies par millilitre pour les urines prélevées par voie basse, dans ce cas-là, dans le cas du sachet collecteur ou au milieu du jet. Le prélèvement par voie basse reste cependant, il est le plus mauvais, mais il reste largement utilisé en raison du caractère non invasif de la ponction de vessie et du cathétérisme urétral. Donc vous voyez qu'en fin de compte, l'Académie américaine vous dit que la meilleure façon de faire le diagnostic, c'est la ponction de vessie ou le cathétérisme urétral, mais la plupart des auteurs n'utilisent pas ces deux voies, sauf indication très précise. On s'adresse surtout on s'adresse au sachet collecteur et au milieu du jet. Donc l'infection urinaire, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, elle regroupe la pyélonéphrite, la cystite et la bactériérie asymptomatique. La pyélonéphrite est une infection urinaire haute qui intéresse à la fois le bassinet et le parenchyme rénal. Elle se manifeste classiquement par de la fièvre, et c'est important, des frissons, des sueurs, une altération de l'état général contrairement à la cystite, des douleurs lombaires et de la diarrhée et des vomissements. Mais souvent ce tableau n'est pas complet et est responsable parfois d'un retard diagnostique, on n'y pense pas. La cystite, c'est une infection urinaire basse, elle touche uniquement la vessie et l'urètre. Sa symptomatologie se résume à des signes vésicaux avec une dysurie, olacurie ou des brûlures mictionnaires. Tandis que la bactériurie asymptomatique, elle se caractérise par l'absence de tout signe clinique. Elle est due à des germes peu virulents qui ne sont pas pathogènes ni pour l'appareil urinaire ni pour le parenchyme rénal. Il est important de faire un diagnostic précoce d'une pyélonéphrite aiguë, et ça c'est important, afin d'instaurer un traitement efficace et d'éviter les cicatrices rénales. Donc c'est ça qui est le plus important, c'est le sujet, sur ça qu'on doit insister, un diagnostic précoce et la mise en route d'un traitement précoce. Le diagnostic précoce pour qui? Le diagnostic précoce, l'infection urinaire est évoquée chez tout nourrisson fébrile depuis 24 à 48 heures sans foyer infectieux évident. L'infection urinaire se trouve dans ce cas dans 5 à 8%. Le diagnostic précoce s'adresse aussi à des enfants à risque d'infection urinaire, tels que le garçon fébrile non circoncis, de moins de 6 mois, la fille de moins de 1 an avec fièvre supérieure à 39, évoluant depuis plus de 48 heures. Donc vous voyez un peu que nous limitons quand même les signes qui évoquent l'infection urinaire haute avec ces éléments-là. Garçon non circoncis de moins de 6 mois, fille de moins de 1 an avec fièvre évoluant de plus de 48 heures. Et tous ces éléments-là nous orientent pour nous dire qu'il faut faire l'examen bactériologique des urines. Quels sont les moyens d'enquête? On y arrive. La bandelette urinaire, il faut insister dessus parce que malheureusement, ici en Algérie, nous ne l'utilisons pas souvent, mais c'est un examen qui est fiable à condition que les urines aient séjourné dans la vessie au moins 4 heures. Elle permet des informations rapides en 2 minutes et elle a un moindre coût. D'ailleurs, aux États-Unis, les médecins apprennent à la mère à récolter les urines du matin, de faire la bandelette et de venir dire voilà comment est la bandelette, ou ils peuvent ramener la bandelette pour que le médecin puisse la voir. L'interprétation de la bandelette urinaire, elle permet de mettre en évidence la leucocyturie, les nitrites, la leucocyturie et les nitrites, ou bien les leucocytes peuvent être positifs seuls, les nitrites peuvent être positifs seuls, vous avez une positivité des nitrites et des leucocytes en même temps, et vous avez une négativité des nitrites et des leucocytes. Et vous voyez ici que lorsque vous avez une négativité des leucocytes et des nitrites, vous pouvez dire que l'infection urinaire est très peu probable et la valeur prédictive négative est de 97%. Ça, c'est important quand même parce que ça vous permet d'éviter de faire le CBI d'urine qui demande
beaucoup de temps et d'argent. Lorsque vous avez les leucocytes qui sont positifs et les nitrites qui sont positifs, l'infection urinaire est très très probable dans ce cas-là, et à ce moment-là, il faut continuer à explorer ces enfants-là. Par contre, lorsque vous avez les nitrites qui sont positifs, l'infection urinaire peut être probable, et vous voyez ici que la sensibilité est de 50%, 53%, c'est-à-dire un cas sur deux, et vous avez la spécificité, mais quand même, c'est un examen qui est spécifique. L'examen, la bandelette au nitrite est un examen qui est spécifique, à condition que vous ayez des urines qui ont séjourné au moins 4 heures dans la vessie. Et ça, c'est un point important. Par exemple, si vous faites un enfant qui vient de faire sa miction et 1 heure après vous lui faites, vous recueillez les urines et vous faites la bandelette et qu'elle est négative, ça, ce n'est pas valable. On insiste encore une fois sur la durée, le temps de séjour des urines dans la vessie, un minimum de 4 heures. La leucocyturée, par exemple, elle est peu spécifique. La sensibilité, elle est bonne, mais la spécificité n'est pas bonne. Mais l'association des deux, positif, c'est un signe en faveur de l'infection urinaire. Les nitrites seuls sont meilleurs que la leucocyturée. Mais par contre, lorsque je répète encore, lorsque vous avez la leucocyturie et les nitrites, les deux en même temps négatifs, vous pouvez dire à peu près avec certitude qu'il n'y a pas d'infection urinaire. Et dans ce cas-là, il n'est pas utile de faire l'examen des urines. Après ça, donc, vous allez on peut faire aussi l'examen direct. Il peut donner une information rapide, moins d'1 heure. Et c'est des informations qui sont fiables. On peut faire une coloration du gramme, mais il faut qu'il y ait la conformité du prélèvement. On va le voir parce que c'est extrêmement important. Un examen direct positif, la présence de plus de 2 leucocytes, de 10 leucocytes par millimètre cube ou 5 leucocytes par champ, avec ou sans bactériurie, un examen positif rend indispensable la pratique d'une culture. Indispensable la pratique d'une culture. Donc c'est la culture qui va vous permettre de poser le diagnostic avec certitude. Alors, les tests rapides de bandelettes urinaires et surtout l'examen direct ont une grande sensibilité ainsi qu'une grande spécificité dans le diagnostic de l'infection urinaire, mais ne peuvent jamais, je le répète, jamais remplacer le CBU. Lorsque ces tests de dépistage sont négatifs, la valeur prédictive négative est de 97%, permettant ainsi de reconsidérer le diagnostic d'infection urinaire et d'éviter la pratique inutile de l'ECBU. La valeur prédictive positive est par contre plus faible. Le diagnostic positif, on l'a dit, on le répète et on ne le répétera jamais assez, c'est la culture qui est la clé du diagnostic. Elle permet d'isoler le germe, ça c'est important, ça, elle permet d'isoler le germe, encore d'avoir son profil de résistance aux antibiotiques avec l'antibiogramme. La difficulté principale, malheureusement, est d'obtenir un échantillon d'urine conforme chez le nourrisson et l'enfant n'ayant pas encore acquis sa propreté. Donc le diagnostic, la difficulté du diagnostic, surtout chez le petit. Alors, les différentes méthodes de prélèvement des urines, j'en ai parlé un peu, je les ai esquissées, on va les revoir. La meilleure méthode, le gold standard, c'est la ponction suscubienne. C'est une méthode de référence. Elle est invasive, elle est difficile en routine. Mais lorsque vous êtes dérangé et vous êtes gêné, à ce moment-là, il faut la faire, ne pas avoir peur de la faire, parce que c'est ça qui va être le discriminant entre les autres infections et l'infection urinaire. Et lorsque vous trouvez une seule colonie à bacille gramme négatif ou 1000 germes, si c'est le gramme positif, à ce moment-là, vous pouvez parler d'infection urinaire. Le sondage vésical, le sondage ou le cathétérisme utérin, il est traumatisant, il est peu réalisé en routine, mais dans ces cas-là, on considère qu'il y a infection urinaire au-delà de 50 000 germes par millilitre. Par contre, le milieu du jet, c'est une méthode qui est intéressante, c'est une méthode de référence lorsqu'elle est bien faite avec un personnel consciencieux, et on donne toujours l'exemple des infirmières anglaises qui se mettent à côté de l'enfant et qui attendent qu'il urine, surtout le nourrisson. Et dès qu'ils voient qu'il est en train d'uriner, ils ne prennent pas le milieu du jet et font le prélèvement au milieu du jet. Et dans ce cas-là, le résultat positif, c'est au-delà de 100 000 germes par millimètre. Le sac collecteur, il y a souvent beaucoup de faux positifs. Et ça nécessite
une technique rigoureuse. Il faut enlever le sachet toutes les demi-heures. Il faut bien nettoyer. Surtout, alors ne pas utiliser des antiseptiques parce que les antiseptiques, lorsque vous les utilisez, il faut ensuite rincer à l'eau pour enlever les antiseptiques parce qu'ils peuvent tuer les germes et vous pouvez avoir un ECB négatif devant une authentique infection urinaire. Donc, comme la ponction suspubienne et le cathétérisme sont les méthodes de référence. Je le répète encore, mais sont traumatisantes et difficiles à réaliser en pratique. Le prélèvement au milieu du jet doit être réalisé à chaque fois que cela est possible et lorsqu'on est patient, on peut le réaliser. Le prélèvement par sachet collecteur doit être réalisé par un personnel qualifié. Il nécessite une toilette préalable, je le répète encore, avec de l'eau et du savon. Et en l'absence d'urine, changez de sachet collecteur toutes les 20 à 30 minutes. Changez de sachet collecteur et refaire la toilette à chaque fois. L'analyse doit se faire dans l'heure qui suit le prélèvement. Les résultats devront toujours être interprétés en fonction de la clinique. Donc, la stratégie diagnostique repose sur l'identification des populations à risque, chez lesquelles la pratique de la bandelette urinaire sur un échantillon d'urine ordinaire va permettre de cibler les patients chez lesquels un ECBU, c'est-à-dire un examen direct et culture, va être réalisé, évitant ainsi un bon nombre de faux positifs inhérents à la technique de prélèvement, surtout pour le sachet collecteur. Donc vous voyez que tout dépend, donc elles dépendent du technicien, elles dépendent de la technique, si elle a été bien menée ou pas. Voilà la stratégie diagnostique de l'infection urinaire pour la population cible. Lorsque vous avez des signes évocateurs, là vous faites directement le CBI des urines, hein, vous évoquez carrément avec les symptômes, ça ne peut pas tromper, vous avez des douleurs lombaires, vous avez une fièvre, vous avez des frissons, vous avez une altération de l'état général, à ce moment-là vous allez directement faire le CBI des urines. Si vous avez une fièvre inexpliquée, elle est une fièvre isolée, ou peu de signes évocateurs, à ce moment-là, il faut faire la bandelette urinaire. Et si la bandelette urinaire est positive, vous faites l'examen direct et la culture. Si la bandelette urinaire est négative, à ce moment-là, il faut s'arrêter là, ne pas faire, il n'y a pas d'infection urinaire, il ne faut pas de CB, il ne faut pas faire de CB des urines. La population ici, je vous l'ai marqué ici, c'est le garçon fébrile non circoncis de moins de 6 mois. Ça, c'est un sujet à risque. La fille de moins de 1 an avec fièvre à 39 évoluant depuis plus de 48 heures. Le nourrisson fébrile sans foyer infectieux évident. L'infection urinaire est retrouvée dans ce cas-là dans 5 à 8% des cas. Je pense que le diagnostic établi comme nous l'avons vu sur cette plaque, on va commencer bien entendu le traitement qu'on va revoir et on va surtout voir si on doit faire une exploration ou pas. Parce que le diagnostic et le traitement de l'infection urinaire ne suffisent pas. Des fois, même parfois souvent, il faut faire d'autres explorations pour vous retrouver l'origine de l'infection urinaire. Et le but de l'exploration de l'infection urinaire est double. Donc, c'est important de rechercher une malformation et apprécier le retentissement sur le parenchyme rénal. Donc, le premier examen qu'il faut faire, c'est l'échographie rénale et des voies urinaires. Je précise, échographie rénale et des voies urinaires, c'est-à-dire les deux uretères et c'est-à-dire la vessie. Et elle doit être réalisée sur une vessie pleine et sur une vessie vide. Elle prend du temps. Et souvent, maintenant, nous, on va vite et on oublie la phase de remplissage de la vessie et la phase de vidange parce que ça prend du temps. Elle permet, et l'enfant qui doit être bien hydraté, parce que lorsqu'il n'est pas bien hydraté, il ne fait pas beaucoup d'urine. Elle permet de s'assurer, l'échographie, elle va nous montrer les deux reins, leur siège, leur place, leur volume, leur taille, le diamètre de l'urtère, qui doit être inférieur à 5 mm, et apprécier l'écostructure et les contours des reins. Elle calcule la différenciation corticomédulaire et corticopapulaire, et elle apprécie la paroi vésicale, et ça c'est un point important, on a tendance à oublier. Le deuxième examen qu'il faut faire est la cystoérythrographie mictionnelle, qu'on appelle ici en Algérie UCR. Elle apprécie donc la filière, elle apprécie la filière cervico
urétrale et elle permet d'apprécier le contour de la vessie et elle permet de rechercher un reflux vésico-urétéral. Les examens radio-isotopiques, rarement indiqués en première intention, il faut vous le souvenir, parce que nous avons tendance maintenant, parce qu'ils sont disponibles, on les fait. Mais il faut quand même les indiquer parce qu'ils coûtent quand même cher. La scintigraphie au DMSA recherche des lésions de pyélonéphrite aiguë, les cicatrices rénales et apprécie la fonction rénale séparée des deux reins. Et l'urographie intraveineuse n'est plus actuellement de pratique courante. Si on se résume à la stratégie d'exploration, vous avez ici sur ce tableau-là, sur cet algorithme, si vous avez une première infection urinaire, surtout chez les petits, il faut faire une échographie rénale parce que c'est facile à réaliser. Ensuite, si vous avez une échographie rénale qui est normale, là, il faut s'arrêter. Il ne faut pas faire d'autres examens, mais il faut continuer à faire une surveillance clinique. Si à l'échographie, vous trouvez une dilatation pyélocalcienne ou une uropathie, à ce moment-là, il faut compléter par la cysto-urétrographie mictionnelle. On retrouve un reflux, il est supérieur au grade 3, à ce moment-là, on fait une scintigraphie au DMSA. Si on trouve une uropathie obstructive associée à un reflux, à ce moment-là, on fait la scintigraphie au DTPA, au MAC3 et le DMSA. Donc vous voyez quand même que ces explorations, il y a l'échographie et puis les deux autres explorations, que ce soit la cystographie ou que ce soit la scintigraphie, ne sont pas faites de manière systématique. Le traitement de l'infection urinaire est relativement facile, comme je vous les ai dit, ces dernières années, ces 20 dernières années, l'infection urinaire, le traitement a été simplifié. Il y a un raccourcissement de la durée de la voie parentérale. Vous vous imaginez, il y a quand même une dizaine d'années, après une vingtaine d'années, on faisait 15 jours d'hospitalisation avec une utilisation de l'antibiothérapie intraveineuse tous les jours. Et on a fait la preuve que la voie orale est efficace. Ça permet de réduire le séjour hospitalier, de diminuer le coût de la prise en charge, et le traitement de première intention doit agir sur les germes gram négatifs et avoir une bonne diffusion rénale. Le traitement curatif de l'infection urinaire est le suivant. En cas de cystite, il ne faut jamais se presser. Et ça, c'est important. Il faut attendre les résultats de l'antibiogramme et en l'absence d'antibiogramme, utiliser un antibiotique péras pour la cystite, tel que le cotrimoxazole, l'amoxicilline acide clavinique ou bien une céphalosporine de première génération. Il ne faut pas aller ici directement aux céphalosporines de troisième génération, comme on le fait souvent en Algérie. Il n'y a pas d'indication de céphalosporine de troisième génération dans la cystite. La durée du traitement a été raccourcie aussi, elle est de 5 jours. Le CBU de contrôle n'est pas indispensable, ça c'est important aussi, parce que ça permet de gagner de l'argent. Et puis, ça permet de libérer les parents surtout. Le CBU de contrôle n'est indispensable que si vous avez les symptômes ou une mauvaise évolution clinique. Et ça, il faut le retenir. Parce que si vous traitez votre enfant et qu'il y a une bonne efficacité, une bonne évolution clinique, ça veut dire que vous avez été efficace et qu'il est inutile de le traiter et de faire le CB. En cas de pyélonéphrite aiguë, l'évolution clinique, il faut d'abord évaluer la clinique. Les signes de gravité. Alors, les signes de gravité, état général altéré, vomissement, diarrhée, déshydratation. Et les enfants de moins de 3 mois ou l'existence d'une uropathie malformative. On a 3 possibilités thérapeutiques. Soit une hospitalisation courte de 2 à 4 jours avec un traitement parentéral et un relais péros selon l'antibiogramme, et un traitement parentéral court de 2 à 4 jours en ambulatoire si c'est faisable. Mais après avoir écarté une uropathie obstructive et s'il y a une adhésion au traitement. Et le traitement d'emblée par voie orale si les conditions sont remplies. La conduite du traitement présente des signes de gravité. Si vous avez des signes de gravité, à ce moment-là, c'est l'hospitalisation de 4 jours. On utilise soit la ceftriaxone, soit une céphalosporine de 3e génération. Une autre, telle que le céfotaxime. Ou bien,
il faut toujours vous souvenir que lorsque l'enfant est âgé de moins de 3 mois et que le tableau est clinique et sévère, à ce moment-là, on a le droit d'utiliser une bithérapie. La présence d'une neuropathie, en cas d'une neuropathie obstructive, on peut associer la gentamicine et le relais Péros est possible. La gentamicine, bien entendu, il ne faut pas l'utiliser plus de 4-5 jours. Le relais Péros est possible dès apyrexie. L'antibiotique de relais est choisi selon l'antibiogramme et le CB de contrôle AJ3 n'est plus à faire. On le fait lorsque vous avez, et je répète, lorsque vous avez une évolution défavorable. Si vous avez une évolution favorable, il est inutile de faire le CB AJ3. En l'absence de signes de gravité, il y a 3 possibilités. Soit un traitement parentéral court en monothérapie à l'hôpital avec relais selon l'antibiogramme, soit un traitement parentéral court en ambulatoire avec relais Péros selon l'antibiogramme, soit un traitement d'emblée par voie orale. Moi, je suis en faveur de cette 3e solution parce qu'elle marche relativement bien et on a fait la démonstration que ça marche. Et le traitement dure ici 10 jours. Si on se résume, lorsque vous avez une infection urinaire fébrile et que vous avez des facteurs de risque, regardez ici sur ce tableau, vous avez des signes de gravité tels que les vomissements, la déshydratation, la diarrhée ou un sepsis. L'enfant est âgé de moins de 3 mois ou qu'il y a une uropathie malformative. Alors, la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque. Là, il faut hospitaliser pour une durée courte, il faut prendre le relais oral. Si vous avez une absence de facteurs de risque, vous avez 2 possibilités. Soit la possibilité d'utiliser l'antibiothérapie parentérale de 2 à 4 jours, et ensuite, ou bien le traitement ambulatoire d'emblée. Je vous ai dit, moi, que je suis en faveur du traitement oral d'emblée, et ça marche bien. La prévention de l'infection urinaire, elle est importante aussi, parce que dans ce cas-là, à quoi vous devez répondre? Pourquoi prévenir l'infection urinaire? Quelle est la population d'enfants à risque pour lesquels cette prophylaxie est recommandée? Parce qu'il y a une très grosse discussion actuellement dans la prophylaxie de l'infection urinaire. Et quels sont les moyens disponibles et quelles sont les recommandations? On prévient l'infection urinaire pour 2 raisons. Parce qu'il y a le risque de récidive, bien entendu, je vous ai dit que ce risque pouvait être de 30 à 50%, particulièrement chez la fille. Elle diminue le risque, donc la prévention, elle diminue le risque de cicatrice rénale, qui est estimé à 15% des cas. Ces cicatrices rénales sont responsables à plus ou moins long terme d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale chronique et de complications, surtout chez la femme enceinte, plus tard, et qui peut faire des éclampsies. Quelle population d'enfants à risque de récidive? Quels sont ceux qui récidivent? Les enfants avec reflux vésico-urétral, alors vous avez ici, ça fait couler beaucoup d'encre. Et les gens vous disent qu'actuellement, il faut surtout traiter par l'antibiothérapie prophylactique, c'est surtout les reflux vésico-urétral dilatés, c'est-à-dire à partir du grade 3. Les malformations urinaires obstructives, telles que par exemple, que ce soit obstruction fonctionnelle ou organique, valve de l'urètre postérieur ou surtout les vessies neurologiques, ou bien d'autres situations à risque de récidive. En cas de reflux vésico-urétral, la prophylaxie a fait l'objet de controverses. Il n'y a pas de preuve scientifique, mais quand même il y a eu l'étude Rivure qui a été faite et qui est la plus importante qui est publiée récemment, qui a montré un intérêt puisqu'elle a permis de réduire de 50% le risque de récidive. Elle est cependant inutile dans les reflux de grade 1 et 2. Ça, il faut le retenir parce que c'est inutile. Et vous allez remarquer que c'est des enfants qui, lorsqu'ils ont un reflux vésico-urétral et que vous ne les traitez pas, ils ne font pas d'infection urinaire. Mais s'ils font des infections urinaires à répétition, à ce moment-là, il vaut mieux faire la prévention. Pourquoi on repose le problème de la prophylaxie? Parce que c'est une prophylaxie qui n'est pas dénuée de risques, parce que vous avez des effets indésirables des antibiotiques, avec leurs complications, surtout l'apparition d'antibiorésistance, et surtout
le coût et la compliance qui est variable. Lorsque vous avez un enfant à qui vous donnez une antibiothérapie systématique tous les jours pendant plusieurs 1 à 2 ans, c'est très difficile, c'est pas évident. Alors, les recommandations, je le répète encore une fois, pour le reflux avec ou sans infection, avec ou sans reflux, grade 1 et 2, pas d'antibiothérapie, n'est pas indiqué. Chez les enfants avec un reflux dilaté 3, 4, 5, en raison du risque élevé de récidive, même si le bénéfice reste non significatif, il n'y a pas de conclusion définitive. Il faut continuer à la prophylaxie antibiotique avec l'un des antibiotiques suivants, le cotrimoxazole, et vous avez ici la posologie, le triméthoprim seul, nous ne l'avons pas, et puis une céphalosporine de 3e génération. Il y a un 4e antibiotique qui marche bien, c'est la furadouine, mais malheureusement, nous n'avons pas encore ici en Algérie. Donc vous voyez qu'on a vu comment se définit l'infection urinaire, comment on fait le diagnostic d'infection urinaire avec la clinique et avec les examens complémentaires, comment on fait les explorations et comment on traite lorsqu'on a le tableau clinique. Il faut rechercher les facteurs de risque et traiter selon ces facteurs de risque pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles. À côté de ça, il y a des mesures d'hygiène qu'il ne faut pas oublier. Ils ont leur intérêt et n'ont jamais il n'y a jamais eu d'études systématiques sur ces mesures d'hygiène, mais on les recommande et c'est le bon sens. Il faut boire beaucoup et on a dit que le fait d'uriner beaucoup, vous lavez la vessie et comme disait Socrate à l'époque, il faut boire beaucoup pour éliminer les eaux sales. Il faut faire des mictions régulières et ça c'est pour les filles surtout. Pour les Algériennes, on a tendance à ne pas uriner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de toilettes publiques pour les femmes en Algérie, et dans toutes les villes d'Algérie malheureusement. Et puis vous avez le fait de garder la miction, il y a un développement de l'infection urinaire dans la vessie. Donc il faut vider. Et pour les filles qui sortent, avant de sortir, il faut qu'elles aillent aux toilettes, surtout pour les filles scolarisées. Avant d'aller à l'école, elles vont aux toilettes, et au retour à l'école, elles vont aux toilettes. Avant de revenir l'après-midi, elles vont aux toilettes, et au retour, elles vont aux toilettes. Donc, ils font au moins 4 mictions par jour. Il faut faire l'essuyage d'avant en arrière, il faut bien se laver avec de l'eau, et puis surtout, c'est l'essuyage qui est important, il ne faut pas rester humide, et utiliser des culottes en coton. Alors, à côté de ça, on sait que les enfants qui ne sont pas circoncis font beaucoup d'infections et on conseille chez les garçons de faire la circoncision. Et aussi, vous avez la fusion des petites lèvres et l'oxyurose, c'est de moins en moins fréquent, j'avoue. Et l'éducation thérapeutique, il est important de discuter avec la maman et pour essayer de lui expliquer les symptômes de l'infection urinaire, l'analyse des urines par la bandelette, et je pense que c'est la meilleure façon de détecter rapidement une infection urinaire, et quand est-ce qu'il faut consulter pour le diagnostic et le traitement. J'ai terminé en fin de compte pour les mesures d'hygiène. Je voudrais vous donner un peu quels sont les développements actuels et les futurs développements pour l'infection urinaire. Il y a beaucoup de travaux qui se font. Alors maintenant, au lieu de faire l'infection urinaire, on a des automates. Des automates qui analysent les urines, comme les automates qui analysent le sang. Et à ce moment-là, ils vous permettent de faire le diagnostic. Et certains, surtout pour le Simex UF1000, il semblerait qu'il soit une valeur prédictive négative de 90% et seulement il fait 1,1% d'erreur. Donc c'est quand même un examen qui est important. Et le diagnostic peut être réduit à 0,4% lorsque les urines contaminées sont éliminées. Donc ce sont des méthodes, c'est des méthodes d'analyse automatique des urines. C'est comme à l'époque on faisait la numération formule sanguine manuellement avec le microscope. Maintenant vous avez des automates de la numération formule sanguine. Il y a actuellement de plus en plus des automates pour l'examen bactériologique des urines. Ça c'est un truc qui est intéressant. C'est l'avenir pour le diagnostic. Vous avez aussi l'avenir pour le diagnostic, c'est le biomarqueur. Et vous avez ici une substance qui s'appelle le NGAL, Urinary Neutrophil Gelatinase Associated Hypocalie, qui semble avoir une sensibilité extrêmement importante de 93 à 96% et une spécificité à 80% jusqu'à 100%, 95 jusqu'à 100% pour le diagnostic d'infection urinaire. Elle est cette spécificité est beaucoup plus importante que le leucocytestérase de la bandelette et le test au nitrite.
Mais le NGAL au niveau du plasma est beaucoup plus meilleur que la prolactine, parce qu'on a utilisé la prolactine assez réactive pour le diagnostic d'infection urinaire, et le taux de globules blancs. Ensuite, vous avez d'autres substances telles que l'heparin binding protein, vous avez l'ancine 5, vous avez l'human neutrophil peptide et vous avez le YKL40 qui peuvent actuellement, on fait des recherches dessus pour essayer de les utiliser comme biomarqueurs pour le diagnostic de l'infection urinaire. L'exploration radiologique, actuellement, on s'intéresse à l'IRM sans produit de contraste. Et cette IRM sans produit de contraste, elle est rapide, elle se fait en 20 minutes, elle est beaucoup plus sensible, semble-t-il, que l'épreuve à l'examen au DMSA. Et ça, c'est un truc, un examen d'avenir qui va vous permettre d'éviter peut-être la scintigraphie qui demande plusieurs heures pour être effectuée. Ensuite, vous avez une nouvelle technique d'ultrason Doppler. Et cette nouvelle technique, j'avoue que je ne la connais pas. J'ai demandé autour de moi aux radiologues, paraît-il, qui n'ont pas encore l'appareil. Et cet appareil, ils utilisent donc des ultrasons avec des images à faible inflow lent. Elle est non invasive, elle n'est pas irradiante, et on n'utilise pas le produit de contraste. Et cette procédure peut détecter le flot urinaire. Et lorsque vous regardez, vous avez le flot urinaire qui fait des tourbillons au niveau du pelvis. À ce moment-là, vous dites probablement qu'il y a un reflux à haut grade. C'est quand même intéressant. Pour finir, je voudrais vous parler des vaccins. Eh bien oui, les vaccins, ça existe. Il n'y a pas uniquement le vaccin pour le Covid, puisque nous sommes dans les années du Covid, il y a le vaccin pour l'infection urinaire. Et vous avez, juste cette plaque que je veux finir, vous avez les vaccins qui sont utilisés, il y a 4 types de vaccins, l'Uromie, l'Urovaxa, le Solco-Urovac et LXPC4V. On a fait des études dessus, on s'est rendu compte que ces examens diminuaient sur une année le taux de récurrence d'infection urinaire et sont surtout indiqués dans les récurrences urinaires. Donc si on se résume, l'infection urinaire, on a quand même beaucoup amélioré la situation, on est beaucoup moins invasif, si on veut, entre guillemets, le traitement, la durée du traitement a été diminuée, les explorations s'en font à bon escient, ça permet justement de faire le bon diagnostic, de faire le bon traitement dans de meilleures conditions, avec un coût faible et surtout à l'avantage des parents qui sont moins sollicités pour la prise en charge de leurs enfants. Et je vous remercie.